Bonjour, on résout ensemble la série 2 sur la biophysique des solutions. On va donc lire l'exercice 1. On nous demande dans l'exercice 1 évaluer la force nécessaire pour faire éclater un globule rouge. Sachant que l'isotonicité correspond à 9 g par litre de NaCl et l'hémolyse totale correspond à 3 g par litre de NaCl. On nous dit que l'hématie, c'est-à-dire le globule rouge, sera assimilé à un cylindre de diamètre D égale à 7 micromètres et d'épaisseur E égale à 1 micromètre, et sa membrane, elle sera supposée semi-perméable. On répond, on représente l'hématie, c'est-à-dire le globule rouge, c'est un cylindre de diamètre D égale à 2 fois petit r. R, c'est le rayon donc de ce cylindre, et E, c'est l'épaisseur. Alors, on nous dit l'isotonicité. Donc, l'isotonicité, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Alors, quand on parle d'isotonicité, ça veut dire qu'on a deux solutions de part et d'autre du membrane. La membrane, elle est semi-perméable. Deux solutions. De quoi ça parle? Nous avons un globule rouge. Nous avons l'intérieur du globule rouge et l'extérieur du globule rouge. Donc, isotonicité, ça veut dire oméga, donc c'est-à-dire la pression intérieure égale à la pression extérieure. Qu'est-ce que ça veut dire la pression osmotique intérieure et la pression osmotique extérieure? Alors ça veut dire que la pression osmotique qui va attirer l'eau vers l'intérieur du globule rouge est égale à la pression osmotique qui va attirer l'eau vers l'extérieur du globule rouge, et donc par conséquent il n'y aura pas de flux d'eau. Et voilà, parce qu'on rappelle qu'on a vu dans le cours, lorsqu'on a démontré que, pour démontrer que lorsqu'on a une membrane biologique avec une isotonicité, on avait dit que c'est pas forcément qu'on aura une iso-osmolarité. Alors qu'est-ce qu'on a pris comme exemple? On a dit le globule rouge, il est plongé dans une solution. Dans la solution, on avait dit avec l'urée et du NaCl. Ici, c'est la même chose. Il ne nous a pas dit que le globule rouge, il est dans une solution qui contient du NaCl. Il a dit directement l'isotonicité, elle correspond à 9 g par litre de NaCl. Cela veut dire que le NaCl, il est à l'extérieur du globule rouge. Alors, on revient aux données de l'exercice. On a une isotonicité et on a une membrane semi-perméable. Ce qui nous permet de dire, comme on a vu dans le cours, qu'on aura une iso-osmolarité. Ça veut dire oméga intérieur égale à oméga extérieur. Alors, à l'extérieur du globule rouge, nous avons du NaCl. Oméga extérieur, donc c'est égal à oméga NaCl, c'est-à-dire 2 fois C NaCl, parce qu'on le sait déjà, oméga pour NaCl c'est 2 fois C. Ici, on n'a pas donné la concentration molaire du globule rouge, on a juste donné la concentration pondérale. Et on sait que la concentration molaire, c'est la concentration pondérale divisée par la masse molaire, et donc on va dire oméga NaCl, c'est égal à 2 fois Cp, la concentration pondérale de NaCl divisée par la masse molaire de NaCl. On remplace donc Cp par 9 et M par 58,5. Voilà, et on obtient, tout calcul fait, 0,307 osmol par litre. Donc, on vient de calculer oméga extérieur. On a trouvé 0,307 osmol par litre. Ça va nous permettre de dire que oméga intérieur, c'est aussi 307 osmol par litre ou bien 307 osmol par mètre cube. Là, on convertit en osmol par mètre cube parce qu'on parle de pression, et pour la pression, on utilise les unités dans le système MKSA. Donc le pascal, et pour le pascal, il faut que ce soit l'osmolarité soit en osmol par mètre cube. Alors maintenant, on va parler de l'hémolyse. Alors, représentant le globule rouge, l'hémolyse du globule rouge, c'est l'éclatement du globule rouge. Qu'est-ce qui fait que le globule rouge éclate? C'est le mouvement d'eau qui se fait de l'extérieur vers l'intérieur. Alors, le globule rouge, il est tellement gorgé d'eau qu'il va jusqu'à l'éclatement. Alors, qu'est-ce qui entraîne l'eau de l'extérieur vers l'intérieur? C'est la pression osmotique. Ça veut dire qu'on a une pression osmotique qui sera dirigée de l'extérieur vers l'intérieur. Et on sait que la pression osmotique dans ce cas, c'est une pression osmotique résultante de deux pressions osmotiques, une pression intérieure et une pression extérieure. La pression intérieure, c'est celle qui entraîne l'eau, qui aspire l'eau vers l'intérieur du globule rouge, qu'on représente ainsi, et la pression extérieure, c'est celle qui entraîne l'eau vers l'extérieur du globule rouge. Donc la pression intérieure, elle est donc appliquée par la solution qui existe à l'intérieur du globule rouge, c'est elle qui aspire l'eau, et puis extérieure, elle est appliquée par NaCl qui est à l'extérieur, c'est lui qui aspire l'eau à l'extérieur du globule rouge. Alors, pi osmotique qui est la somme de ces deux vecteurs,
puisque c'est la somme de deux vecteurs, si elle prend le sens de pi intérieur, cela veut dire que pi intérieur, elle est plus grande que pi extérieur. Et pi osmotique s'écrit alors comme pi intérieur moins pi extérieur. Alors, pi c'est oméga RT, donc pi intérieur est plus grande que pi extérieur, cela veut dire que oméga intérieur est plus grand que oméga extérieur. Et c'est le cas. En effet, on nous a dit déjà que, on sait déjà, on a calculé dans la première question que oméga intérieur c'est 307 osmoles par mètre cube, et on nous a dit que l'hémolyse, elle correspond à 3 grammes par litre de NaCl. Donc on va vérifier cette prévision, le fait de dire que oméga intérieur est supérieur à oméga extérieur, en calculant oméga extérieur, et on doit trouver un nombre plus petit que 307 osmoles par mètre cube. Alors oméga extérieur, on l'a fait déjà, c'est oméga de NaCl, la méthode, on la connaît, c'est 2 fois Cp NaCl sur la masse molaire. Cp, on nous donne, c'est 3 grammes par litre, et donc ça donne 102 osmoles par mètre cube. Et donc, on le vérifie, effectivement, oméga intérieur est supérieur à oméga extérieur, c'est pour cela qu'il y a l'hémolyse du globule rouge. On évalue la pression osmotique qui est égale à pi intérieur moins pi extérieur, c'est-à-dire oméga intérieur RT moins oméga extérieur RT, et on trouve, en remplaçant la température par 37 degrés, c'est la température du corps humain, la température en Celsius qu'on va convertir en Kelvin, et on trouve 5,28 fois 10 à la puissance 5 pascal. Alors dans l'exercice, on nous dit évaluer la force qui fait l'éclatement du globule rouge. Alors on sait que le fait que l'eau entre à l'intérieur du globule rouge, cette eau, elle va entraîner une force, donc un ensemble, donc des vecteurs force qui auront bien sûr le même module, et ces vecteurs force seront dirigés vers les parois, donc seront appliqués sur les parois internes du globule rouge. Plus l'eau entre, plus le globule rouge donc va être gonflé, il y a une force, la pression c'est la force appliquée sur une surface, alors la force elle est appliquée sur les parois internes du globule rouge. Pi osmotique, la pression c'est la force divisée par la surface, ça veut dire que la force c'est la pression osmotique multipliée par la surface. Alors que vaut la surface de ce globule rouge, ou bien la surface sur laquelle sont appliqués ces vecteurs force qu'on a représentés en mauve? On sait que pour notre cylindre, nous avons 2 disques. Voilà, donc là, on aura 2 disques et une surface latérale. Cette surface latérale, c'est comme si on prend un cylindre et on l'ouvre. Quand on ouvre, on va trouver un rectangle. Alors, on reprend cette surface, la surface des 2 disques, les deux, donc un disque supérieur et un disque en haut et un disque en bas, la base et un disque en haut. La surface d'un disque c'est pi r carré, donc la surface est égale à 2 fois pi r carré parce que nous avons 2 disques, plus, comme on vient de le dire, on ouvre la surface latérale, la surface sur les côtés. Si on l'ouvre, ça va avoir cette formule à la forme d'un rectangle. La largeur de ce rectangle, c'est l'épaisseur du globule rouge, et la longueur du rectangle, c'est le pourtour de ce cylindre, c'est-à-dire le périmètre. On sait que le périmètre d'un cercle, c'est égal à 2 fois pi fois r. Donc la surface de ce rectangle, c'est 2 pi r fois e. Voilà, donc on a évalué, donc on a donné l'expression de la surface. On va remplacer donc dans F, on connaît déjà pi osmotique qui est égal à 5,28 fois 10 à la puissance 5 pascal. On remplace S par son expression en mettant les valeurs de R, qui est donc le rayon, puisque le diamètre c'est 7 microns, donc le rayon c'est 3,5 fois 10 à la puissance moins 6, et l'épaisseur aussi on nous l'a donné, et tout calcul fait, on obtient la force qui est égale à 5,22 fois 10 à la puissance 5 newton. L'exercice suivant, on nous dit un rein artificiel utilisé en hémodialyse chronique comporte une membrane de diffusion en cube profane de surface S égale à 1 mètre carré. À travers cette membrane sont mis en équilibre d'une part le sang du malade et d'autre part un liquide constamment renouvelé qu'on appelle le dialysat, qui est isotonique au plasma et dépourvu d'urée. Ça veut dire qu'il ne contient pas d'urée. On ne s'intéressera ici qu'au problème de l'élimination de l'urée. Ça veut dire le sang du malade, il a plus qu'il n'en faut d'urée et on va éliminer l'urée, donc l'excédent d'urée. Et le dialysat qu'on va mettre de l'autre côté donc de la membrane en cube profane, on aura le sang du malade d'un côté et nous avons le dialysat de l'autre côté. Donc on va donc ce dialysat, il ne contient pas d'urée parce que l'urée qui est en excédent du sang du malade va aller dans ce dialysat. Alors on rappelle que l'eau et l'urée diffusent assez rapidement dans les membranes cellulaires.
Alors, expliquer pourquoi le liquide renouvelé doit être isotonique au plasma, c'est-à-dire pourquoi le dialysat doit être isotonique au plasma. Ensuite, expliquer pourquoi non seulement le sang, mais aussi toute l'eau de l'organisme, de volume 40 litres, le volume total. Donc nous avons 40 litres, c'est 5 litres de sang et le reste, c'est tous les liquides dans le corps, est ainsi nettoyé de l'urée. Et ensuite, on nous dit vers quelle valeur devrait tendre l'urémie C2T au bout d'un temps très long d'hémodialyse. Et pour quelles raisons physiologiques n'en est-il pas ainsi? La question suivante, on nous dit, on suppose que le gradient de concentration uréique est uniforme sur l'épaisseur de la membrane de perméabilité 1,5 fois 10 à la puissance moins 6 mètres par seconde pour l'urée. Si l'urémie en début de séance vaut 2 grammes par litre, calculez le débit massique initial d'urée. Et ensuite, on nous dit si la production quotidienne d'urée est de 25 grammes par jour, quelle sera la valeur de l'urémie du malade au bout d'un temps très long? On répond, pour la première question, on nous dit pourquoi, on nous demande d'expliquer pourquoi le liquide, le dialysat, doit être isotonique au plasma. Alors on sait que l'isotonicité implique, si on a une isotonicité, ça veut dire qu'on n'a pas de flux d'eau. Alors, qu'est-ce que se passe-t-il dans l'hémodialyse? Nous avons le liquide, le sang d'un côté, le dialysat de l'autre côté, séparé par une membrane. Et on sait que le sang, il contient de l'urée et par rapport à le dialysat qui n'en contient pas, donc on va avoir donc on va débarrasser le sang de l'urée qui est en plus, donc cette urée-là, elle va aller dans le dialysat. Et on sait que l'eau, le solvant, il passe du compartiment le moins concentré vers le compartiment le plus concentré. Ça veut dire qu'il va aller du dialysat, normalement il devrait aller du dialysat vers le sang. Alors, pour empêcher que l'eau passe du dialysat vers le sang, on met l'isotonicité pour empêcher le flux d'eau. Alors, admettons que ça se passe réellement, c'est-à-dire que l'eau passe du dialysat vers le sang. Cette eau qui entre dans le sang, elle va aller où? Elle va aller dans les globules rouges, dans les hématies. Les globules rouges donc, vont être gorgés d'eau, et on vient de voir dans l'exercice 1, lorsque les globules rouges sont gorgés d'eau, il y a ce qu'on appelle l'hémolyse, il y a l'éclatement des globules rouges. On veut donc justement éviter l'hémolyse, donc isotonicité, pour pas qu'il y ait de flux d'eau, justement pour ne pas avoir l'hémolyse. La suite de la question 1, on nous dit pourquoi, quand on épure le sang, on épure aussi toute l'eau de l'organisme dont le volume total est 40 litres. On l'épure de l'urée. Alors, on a dit, dans l'exercice, on nous a dit que l'urée, elle diffuse, elle traverse toutes les membranes de l'organisme. On le sait, ça a été dit dans l'exercice. Si l'urée traverse toutes les membranes de l'organisme, s'il n'y a pas d'obstacle devant l'urée, c'est comme l'eau, l'urée. Alors, on va dire, la concentration de l'urée, elle est uniforme dans tous les compartiments liquidiens de l'organisme, puisqu'elle va partout. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ait une concentration de l'urée, par exemple, dans le sang, qui a une valeur, et la concentration de l'urée dans les 35 autres litres des 40 litres de ce volume total 40 litres, soit différent. En ces 40 litres, c'est 5 litres de sang, et 35 litres, c'est les volumes, c'est le reste des liquides du corps. Donc, il n'y a pas de raison que la concentration d'urée dans le sang soit différente de la concentration de l'urée dans le reste du volume liquidien. Alors, quand on épure donc le sang de l'urée, quand on fait sortir l'urée du sang, c'est-à-dire si on change la concentration d'urée dans le sang, automatiquement, la concentration d'urée, elle va s'uniformiser pour être la même dans tous les 40 litres. Automatiquement, on change la concentration. Donc, on fait sortir l'urée du sang. Donc, la concentration d'urée dans le sang, logiquement, va changer. Mais tout de suite, sur le champ, en même temps, la concentration d'urée dans tous les 40 litres qui contiennent dans les 5 litres de sang va être la même. Elle va s'uniformiser. Et donc, épurer le sang, qui vaut 5, dans le volume vaut 5 litres, ça revient à épurer tout le volume aqueux. La deuxième question nous dit vers quelle valeur devrait tendre l'urémie au bout d'un temps très lent d'hémodialyse et pour quelles raisons physiologiques n'en est-il pas ainsi? Alors logiquement, au bout d'un temps très lent, normalement, l'urémie doit descendre à 0. La concentration d'urée dans le sang devrait aller vers 0. Mais ce n'est pas le cas. Physiologiquement, ce n'est pas le cas parce que le sang, qu'est-ce qu'il fait? Il produit constamment de l'urée. D'ailleurs, on ne peut pas avoir 0 g d'urée dans le sang. La valeur admissible, c'est entre 0,1 et 0,5 g par litre. Et donc, le sang, il produit constamment de l'urée. Donc, même avec la dialyse, on élimine, mais on ne peut pas atteindre la valeur 0.
Dans la troisième question, on nous demande de calculer, on nous donne la perméabilité, on nous donne l'urémie initiale, on nous demande de calculer le débit massique initial d'urée. Voilà donc le sang du malade, compartiment 1, le dialysat c'est le compartiment 2, et on rappelle que le débit massique initial d'urée, il s'écrit, donc le débit massique initial, peu importe l'urée ou autre chose, il s'écrit QI c'est dm sur dt, c'est P fois S delta CI, on l'a démontré dans l'exercice du cours, cette relation-là, avec CI c'est la concentration pondérale initiale. Alors, revenons donc au sang et au dialysat. On sait que le volume du sang c'est V0, le volume du dialysat c'est VE. C'est un volume, généralement c'est 2 litres. Le volume du sang, on va pas prendre, si on veut calculer, on va pas prendre 5 litres. On met 100, mais on va mettre 40 litres parce qu'on est en train de nettoyer de l'urée. On sait que 5 litres de sang, ça veut dire 40 litres de tout. C'est tout le volume liquidien. Alors, la concentration d'urée initiale dans le sang, elle vaut 2 grammes par litre et dans le dialysat, elle vaut 0. Et la masse, si on veut calculer la masse d'urée dans le sang, c'est la concentration pondérale par le volume, c'est C1 initial V0, c'est-à dire C0 V0. Et pour le dialysat, puisque la concentration est nulle, donc 0 fois VE, c'est égal à 0. Et donc on va dire M0, la masse d'urée dans le sang, c'est C0 V0, et la masse d'urée dans le dialysat, elle est nulle. Et donc, si on revient à la formule du débit massique, on va dire valeur absolue de delta CI, c'est la valeur absolue de la différence des concentrations initiales. Donc ce sera C1 initial moins C2 initial en valeur absolue. Ça veut dire C0 moins 0, ça revient à dire C0. Et donc le débit massique initial QI, il s'écrit P fois S C0. C0, on nous l'a donné, c'est 2 grammes par litre qu'on va convertir en grammes par mètre cube. Pourquoi on convertit en grammes par mètre cube? On trouve 2 fois 10 à la puissance 3 grammes par mètre cube. C'est parce que P, c'est en mètres par seconde. Donc on ne va pas travailler grammes par litre, on doit convertir en grammes par mètre cube. On remplace donc P par sa valeur, S par 1 mètre carré sa valeur, et donc C0 par sa valeur, et on trouve 3 fois 10 à la puissance moins 3 grammes par litre, c'est-à-dire 3 milligrammes par seconde. Donc, on va extraire donc 3 mg d'urée par seconde. La quatrième question nous dit si la production quotidienne d'urée, elle est de 25 grammes par jour, quelle sera la valeur de l'urémie du malade au bout d'un temps très long? Alors, rappelons que on a dit que l'opération, donc c'est le sang du malade d'un côté, le dialysat de l'autre côté. Il faut rappeler que le dialysat, il est renouvelé à chaque cycle. On va faire plusieurs cycles pour nettoyer. On ne peut pas nettoyer entièrement d'un coup. On a 2 grammes par litre, on ne peut pas nettoyer entièrement d'un coup, on doit faire plusieurs séances. Alors, si on considère le premier cycle, alors initialement, nous avons, donc on arrive, le sang du malade c'est C0, la concentration de l'urée dans le sang du malade c'est C0, et la concentration d'urée dans le dialysat c'est 0, et on vient d'exprimer donc le débit initial, QI c'est P fois S c'est 0, donc on va mettre Q0 pour dire c'est le premier cycle, on va dire Q0 c'est P fois S c'est 0. Alors, une fois qu'on a extrait l'urée, donc une partie de l'urée du sang du malade, donc après on va arriver à un certain équilibre, on va voir la concentration d'urée dans le sang du malade est égale, ce sera une autre concentration, c'est plus C0, ça va varier, la concentration elle va diminuer, on arrive avec 2 grammes par litre, on diminue jusqu'à atteindre la valeur qu'il faut. Alors, donc je disais, donc C0, donc on va, donc au bout du premier cycle, on ne va pas avoir C0, on va avoir une autre concentration qu'on va appeler C1. Alors, C1 dans le sang du malade, C1 dans le dialysat. Qu'est-ce qu'on fait pour le dialysat maintenant qui contient de l'urée? On le jette et on le remplace par un autre dialysat. Donc ça, c'est pour le deuxième cycle. Donc j'ai dit C1, c'est le sang du malade, la concentration d'urée dans le sang du malade. C1, c'est la concentration d'urée dans le dialysat. On jette ce dialysat et on le remplace par un dialysat dont la concentration en urée, elle est égale à 0. Donc on va dire C1 dans le sang du malade et 0 dans le nouveau dialysat. Et on refait l'opération comme on a fait pour le premier cycle. Q, le débit massique initial, c'est P fois S multiplié par C. Ici, puisqu'on est passé au deuxième cycle, on va dire Q1, c'est P fois S, C1. Et pareil, on fait l'équilibre, on jette le dialysat et on refait l'opération. Donc, au bout d'un temps infini, donc au bout d'un temps infini, donc au dernier cycle, on va voir C infini dans le sang du malade et 0 dans le dialysat.
toujours, on jette le dialysat de la séance précédente et on le remplace par un dialysat dont la concentration en urée elle est égale à 0. Et on écrit le débit massique initial, Q infini, c'est P fois S par C infini. Alors, on nous dit que le malade, il produit 25 grammes d'urée par jour. Donc, il produit 25 grammes d'urée par jour. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on est en train, le malade, il est sous dialyse. Donc, il faudrait au moins que, s'il produit 25 grammes par jour, ça veut dire qu'il faut qu'on arrive, il faut que le malade, il faut qu'on arrive à extraire, à soustraire au moins 25 grammes par jour au malade. Il produit 25 grammes par jour, il faut qu'on lui enlève 25 grammes par jour. C'est ça le but de la dialyse, il faut qu'on annule cette production d'urée. Déjà, le malade, il a de l'urée en excès. Il produit 25 grammes par jour, il est sous dialyse. Donc nous, on doit annuler cette production. Alors il faudrait qu'au bout d'un temps infini, donc de plusieurs cycles, il faut qu'au bout de t égale à infini, la masse d'urée soustraite par unité de temps, quand on soustrait la masse par le temps, c'est le débit massique initial. Au bout donc de temps infini, ça veut dire Q infini. Il faut que cette masse soustraite par unité de temps soit au moins égale à 25 grammes par jour afin que l'urémie n'augmente pas. Le malade, il produit. Donc il faut qu'on annule cette production au moins. Donc il faut qu'au moins on annule cette production parce qu'il produit constamment de l'urée de façon plus qu'il n'en faut. Il faut qu'on annule ça. C'est ça donc le but. Il est sous dialyse, première séance, deuxième séance, troisième séance. Et il produit 25 grammes par jour. Il faut qu'au bout de la dernière séance, on arrive à annuler cette production d'urée. Alors, ça veut dire que dm sur dt infini, c'est Q infini. Q infini doit être égal à 25 grammes par jour. On va convertir en enlever des jours. On va dire c'est 0,3 mg par seconde. Il faut donc qu'on arrive à soustraire en une seconde 0,3 mg. Voilà. Donc la question, quelle est la valeur de l'urémie au bout d'un temps très long? Il demande C infini. On a trouvé Q infini, demande C infini. Q c'est le débit, C c'est l'urémie. Alors Q infini c'est P fois S, C infini. Donc C infini c'est Q infini sur P fois S. On remplace Q infini c'est 0,3 mg par seconde. Et P en là et S en là. Et on obtient 200 grammes par mètre cube. Voilà. Voilà, là on a terminé l'exercice. On passe à l'exercice suivant. Ça veut dire 0, donc 200 grammes par mètre cube d'abord, c'est 0,2 grammes par litre. 0,2 grammes par litre, c'est une bonne valeur. C'est une bonne valeur parce qu'on a dit qu'entre 0,1 et 0,5, c'est acceptable. Alors au bout de ce temps très long, on aura donc ensuite cette constante. Donc on aura extrait donc 0,3 mg par seconde et on atteint l'urémie de 0,2 grammes par litre. Ensuite, on n'a pas besoin de faire une autre séance de dialyse parce que cette valeur-là, elle va rester constante. Elle ne va pas changer. Il n'y a plus besoin de faire une autre séance de dialyse. Alors l'exercice suivant nous dit un malade arrive aux urgences dans un état de choc infectieux ayant entraîné une anurie. Ça veut dire qu'il ne peut plus uriner. Pour pallier la défaillance rénale, on décide de le soumettre à une séance de dialyse péritoniale. Cette opération consiste à injecter dans la cavité péritoniale un volume VE d'une solution isotonique au plasma mais dépourvue d'urée. La solution, on le sait, c'est le plasma. C'est le dialysat plutôt. Alors, à travers l'ensemble formé par la paroi des vaisseaux capillaires et par la membrane péritoniale, s'établit un équilibre de diffusion sur une surface S entre le sang qui circule dans les vaisseaux péritoniaux et le liquide injecté. Alors, la première question, expliquer pourquoi il n'y aura pas variation du volume des deux compartiments intérieurs et extérieurs pendant la dialyse. La deuxième question, si C0 désigne l'urémie initiale du malade, quelle sera l'urémie C infini lorsque l'équilibre sera atteint? L'organisme du malade y contient un volume 40 litres VI et on lui injecte VE égale à 2 litres. La troisième question, après un temps suffisamment long pour pouvoir considérer que l'équilibre a été atteint, on aspire le liquide qui a été injecté, puis on recommence un deuxième cycle et ainsi de suite. On le sait, le dialysat est constamment renouvelé. Combien faudra-t-il de cycles pour amener l'urémie du malade de la valeur initiale qui est égale à 1,2 g par litre à la valeur presque normale qui vaut 0,4 g par litre. On nous dit ensuite, on fixe la durée de chaque cycle à taux égal à 20 minutes. Alors, en considérant que l'équilibre de diffusion est atteint au bout de cette durée, c'est-à-dire au bout de 20 minutes, calculer la durée totale de la dialyse pour que l'urémie du malade passe à 0,4 g par litre, puis calculer la clairance de l'urée, c'est-à-dire le volume virtuel de sang
totalement épuré de son urée par unité de temps en millilitres par minute. Alors la première question nous dit expliquer pourquoi il n'y aura pas de variation du volume des deux compartiments intérieur et extérieur pendant la dialyse. On nous a dit qu'on a une isotonicité. On sait que si on a isotonicité, ça veut dire qu'il n'y a pas de variation pas de flux d'eau. Si l'eau ne diffuse pas, donc le volume ne va pas changer ni dans le volume intérieur ni dans le volume extérieur. La deuxième question nous dit si C0 désigne l'urémie initiale du malade, quelle sera l'urémie C infini lorsque l'équilibre sera atteint? On nous donne V, le volume du malade, l'organisme du malade, il contient 40 litres et on lui injecte VE égale à 2 litres. Alors, on représente, voici l'intérieur CI, le volume c'est 40 litres, l'extérieur CE, c'est volume 2 litres. Alors, nous avons donc à l'intérieur, donc dans le milieu intérieur, nous avons le volume CVI, 40, C0 c'est la concentration d'urée initiale, M0 c'est la masse d'urée, c'est la concentration par le volume. Dans le dialysat, c'est-à-dire le milieu extérieur, le volume c'est VE, la concentration c'est 0 et donc la masse de l'urée c'est égal à 0. On sait que l'urée elle est dans le sang et elle va sortir dans le milieu intérieur, elle va sortir de l'intérieur vers l'extérieur, elle va diffuser de l'intérieur vers l'extérieur jusqu'à l'équilibre. Donc elle va diffuser jusqu'à ce qu'on atteigne un certain équilibre, c'est-à-dire nous commençons avec C0, la concentration d'urée dans l'intérieur c'est C0 et dans l'extérieur c'est 0. Après, on va atteindre une égalité de concentration dans I et dans E. Ça, c'est dans le dialysat. Donc, c'est une nouvelle concentration dans le dialysat. On le jette et on le remplace par un autre et on refait l'opération jusqu'à ce qu'elle descende, cette concentration, elle descende complètement. Alors, donc l'égalité de l'équilibre, ça veut dire égalité des concentrations finales, c'est-à-dire pour le premier, si on parle d'un cycle, on aura donc à l'équilibre, au bout d'un cycle, à l'équilibre, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir C1 final égale à C2 final égale à C infini. C final, C infini, comme on a vu dans le cours, c'est C1 initial V1 plus C2 initial V2 par sur V1 plus V2. Ici, on n'a pas V1, on a VI, on a VE. Donc, ce sera donc C0 par VI plus 0 par VE divisé par VI plus VE. C1 initial, la formule du cours, c'est C0. C2 initial, c'est 0. V1, c'est VI. V2, c'est VE. Alors, ça veut dire, puisque 0 fois VE, on remplace. Donc, ça devient C0 VI sur VI plus VE. On remplace VI par 40, VE par 2. Et on arrive à C infini, c'est égal à C0 par 20 sur 21. Alors, pour la troisième question, on nous demande de calculer le nombre de cycles pour que l'urémie du malade atteigne la valeur 0,4 g par litre au bout de n cycles. On nous écrit CN égale à 0,4 g par litre. Alors, on va considérer le premier cycle. On sait que initialement, nous avons la concentration de l'urée dans le milieu intérieur C0, c'est égal à C0, et dans le dialysat, c'est égal à 0. Après, on sait que l'urée, on en vient de le faire dans la première question, on a dit que l'urée diffuse de l'intérieur vers l'extérieur jusqu'à égalité des concentrations. On a dit que la concentration finale, qu'on a désignée par C infini, elle s'écrit, donc on a trouvé que c'est C0 par 20 sur 21. Là, on va la désigner par C1, parce que C1, c'est au bout d'un temps long, un temps qui est assez long, mais ça correspond au premier cycle. C'est pour cela qu'on écrit C1, c'est égal à C0 par 20 sur 21. On l'a évalué dans la première question. Et donc, à l'équilibre, qu'est-ce qu'on va dire? On va voir la concentration de l'urée, elle va être la même dans le sang du malade, et dans le dialysat, ça vaut C1 de part et d'autre. Et on passe au deuxième cycle. Alors, pour le deuxième cycle, on ne va pas utiliser le dialysat dont la concentration en urée est égale à C1. On va jeter ce dialysat et le remplacer par un nouveau dialysat dépourvu d'urée. Ça veut dire, on va voir C1, la concentration d'urée dans le sang, ou bien dans les 40 litres, et 0, c'est la concentration d'urée dans le dialysat. Et on refait l'opération. Donc, C infini, qu'on va désigner par C2, ce sera C1 initial
V1 plus C2 initial V2 sur V1 plus V2, c'est-à-dire C1 dans I, nous avons la concentration CC1, dans E, la concentration C0, donc ce sera C1 VI plus 0 VE sur VI plus VE, c'est-à-dire c'est égal à C1 par 20 sur 21. C1, on vient de l'évaluer, c'est C0 par 20 sur 21. Donc, si on remplace C1 par C0 par 20 sur 21, C2, ça deviendra C0 par 20 sur 21, le tout au carré. Et donc, on va dire qu'à l'équilibre, donc qui correspond à ce deuxième cycle, nous avons la concentration du dialysat de l'urée dans le milieu intérieur, c'est égal à C2, et dans le milieu extérieur, c'est égal à C2. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va jeter ce dialysat pour le remplacer par un nouveau dialysat qui ne contient pas d'urée, et rebelote, on refait l'opération n fois. Alors maintenant, on regarde ensemble. C1, c'est C0 par 20 sur 21. C2, c'est C0 par 20 sur 21 au carré. Donc on peut dire, pour le nème cycle, on peut établir une récurrence. On va dire Cn, c'est C0 par 20 sur 21 à la puissance n. Ça veut dire pour le nème cycle, nous aurons Cn, c'est C0 par 20 sur 21 à la puissance n. Parce que pour le deuxième cycle, on a dit C2, c'est C0 par 20 sur 21 au carré. Pour le premier, C1, c'est C0 par 20 sur 21 à la puissance 1. Alors, on sait que Cn, ce sera 0,4 g par litre, donc on peut trouver N. Alors, on va dire, si Cn égale à 4 g par litre, on remplace 4 est égal à C0 par 20 sur 21. On nous donne C0, c'est 1,2 g par litre, donc on calcule, et on obtient N égale à 22,5. On ne peut pas prendre un nombre de séances décimales, on va prendre 23 séances. Bien sûr, on va prendre le maximum de séances. La quatrième question, on fixe la durée de chaque cycle à 20 minutes en considérant que l'équilibre de diffusion est atteint au bout de cette durée. Calculez la durée totale de la dialyse pour que l'urémie du malade passe à 0,4 g par litre. Nous avons 23 séances et une séance c'est 20 minutes. Donc le temps total, si la durée du cycle est égale à 20 minutes, et donc la durée totale de la dialyse, c'est le temps d'une seule séance multiplié par le nombre des séances et on obtient 7 heures 40 minutes en remplaçant taux par 20 minutes. La question suivante, la suite de la question 4, on nous dit trouver la clairance, calculer la clairance de l'urée, sachant que la clairance, c'est le volume virtuel de sang totalement épuré pendant le temps de l'épuration. Alors pour le temps d'épuration, on ne va pas prendre tout le temps, on va choisir un cycle. Le premier cycle. On va parler du premier cycle par exemple. Au bout du premier cycle, qu'est-ce qui a changé? La concentration de l'urée, elle était C0 et elle est passée à C1. Et on a trouvé que C1, c'est C0 par 20 sur 21. Et donc, on va dire que l'urémie, ou bien la concentration de l'urée du malade, elle a diminué de combien? Elle a diminué de la différence. On va dire C0 moins C0 fois 20 sur 21, c'est-à-dire C0 par 1 sur 21. Donc, C0 par 1 sur 21, c'est la différence entre l'urémie initiale et l'urémie qu'on a obtenue au bout du premier cycle. Bon, maintenant, parlons de la masse. La masse d'urée épurée au bout du premier cycle. Combien on a enlevé d'urée, combien on a soustrait d'urée. On sait que initialement la masse, elle était M0, C0, V0. Donc, la masse qui était C0, VI, pas C0, V0, C0, VI. VI, c'est le volume du compartiment, donc de l'intérieur, c'est 40 litres. Alors, on va passer de la masse M0, c'est égal à C0VI, à une nouvelle masse. La nouvelle masse, c'est la nouvelle masse qu'on va obtenir, c'est la masse qu'on va obtenir avec la nouvelle concentration, puisque la concentration change. Alors, on va passer à M, c'est égal à C1VI, c'est-à-dire C0, on remplace C1 par sa valeur, C0 par 20 sur 21 VI. Donc, la masse a diminué, la concentration diminue, et la masse diminue aussi. Si on veut calculer la différence de combien la masse elle a diminué, on va dire la masse d'urée chez le malade elle a diminué de M0 moins M, c'est-à-dire C0 VI moins C0 par 20 sur 21 VI, ce qui donne C0 par VI sur 21. Et on peut donc écrire ça sous la forme de C0 par V'. Et V', c'est VI sur 21. C'est important ce V'. Alors, la masse de l'urée, au départ, c'était C0 par VI. Et elle est devenue C0 par VI fois 20 sur 21. Donc, on a jeté C0 par V'. Et V', c'est VI sur 21. VI sur 21, c'est notre volume virtuel qui a été épuré. Parce qu'en fait, si on reprend la chose, le volume
total, c'est 40 litres. La concentration durée dans ce volume total, c'est 0. Qu'est-ce qu'on a jeté? On a jeté la masse qui est égale à C0, non pas par le volume total, parce que ça aurait été toute la masse, donc on va jeter C0 par V', c'est-à-dire C0 par VI sur 21, c'est-à-dire le volume total c'est VI, on va diviser donc VI par 21, ça correspond à un certain volume, 40 divisé par 21, donc c'est comme si on prend, au lieu de prendre tout le volume, on va prendre une partie de ce volume, et cette partie c'est égal à VI sur 21, et on va jeter donc l'urée qui existe dans cette partie de volume. Donc on va jeter cette masse-là, la masse qui existe dans VI sur 21. C'est ça. Donc épurer les 40 litres, ça revient à épurer cette partie du volume, parce que c'est la masse qui existe dans cette partie-là. Et on va le redire, donc delta M, c'est la masse qu'on a extraite d'où? De V'. Et donc épurer le volume réel qui est égal à 40 litres revient à épurer le volume VI sur 21. Je reprends. Le volume, c'est 40 litres. La masse qui existe dans tout ce volume, c'est C0 par 40. Qu'est-ce qu'on jette? On va jeter C0 par 40 sur 21, ça veut dire V'. On va jeter la masse qui existe dans VI sur 21. On ne va pas jeter toute la masse, on va jeter juste la masse qui existe dans VI sur 21. Et ça s'appelle, donc, c'est notre épuration. Et donc, c'est notre volume virtuel. Parce que nous, on épure normalement 40 litres. C'est comme si on a épuré juste 40 divisé par 21. Donc, maintenant, on peut évaluer la clairance, puisque c'est V' surtout. V', on vient de trouver, c'est VI sur 21. On remplace VI par 40 et on obtient 0,095 litres par minute. Ça revient à 95 millilitres par minute.